Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7. C'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine, nationale comme internationale, avec nos invités sur ce plateau, nos analystes politiques. Avec moi, j'ai le plaisir donc de recevoir aujourd'hui, samedi 28 janvier 2017, Abdou Karim Diarra, rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mamanta. Bonjour également à Mam Gourgom. Il est le rédacteur en chef du quotidien La Tribune. Bienvenue. Bonjour, Mamanta. Voilà, sans plus tarder, alors nous allons démarrer l'actualité de la semaine avec bien sûr l'actualité politico-judiciaire, l'affaire Diaga Diouf, après le réquisitoire du parquet, 10 ans de prison ferme pour Barthélémy Diaz, 5 ans pour ses complices et 2 ans pour les nervis. Ainsi donc, c'est la réquisition du procureur de la République. Alors, les avocats de la défense réclament plutôt une relax pour leurs clients. Maître Aïssata Tall Sall, entre autres, le pool d'avocats de Barthélémy Diaz qui ont eu à plaider ce vendredi au tribunal. Alors, l'analyse de ce feuilleton judiciaire avec vous, Abdou Karim Diarra, nous allons démarrer. Oui, en fait, l'analyse de ce feuilleton judiciaire, c'est qu'aujourd'hui, il met en relief d'abord un premier aspect, c'est l'avenir et la carrière politique d'un homme. Cet homme-là s'appelle Barthélémy Diaz. Le procureur avec 10 ans de prison. Mais ce qu'on peut véritablement apprécier, c'est que pourquoi avoir attendu plus de 5 ans? Parce que les faits se sont passés du temps du régime du président Abdoulaye Wade. À un moment, il y a un compromis dynamique au plus haut niveau pour faire sortir Barthélémy Diaz de la prison. Il a été sur la liste des députés de Benno Bokk Yakaar. Finalement, il est député. Et aujourd'hui, que Barthélémy Diaz est dans une autre posture qui est en rupture avec celle incarnée par Tanor et son principal soutien, le chef de l'État, le président Macky Sall. Barthélémy Diaz qui continue ses offensives à l'endroit de ce duo. Et subitement, la justice se souvient d'un dossier qu'on avait presque oublié. Or, il faut avouer une chose, c'est que la famille Ndiaga Diouf a droit à une réparation, a droit à la justice. Mais malheureusement, le temps mis et les déclarations antérieures font de telle sorte qu'on ne peut pas ne pas soupçonner quelque part une volonté de régler des comptes à Barthélémy Diaz. Et c'est pourquoi, quel que soit la justice qui sera rendue, il y a des taches noires qui vont accompagner ce processus parce qu'en réalité, on se pose la question, si aujourd'hui Barthélémy était encore dans les rangs ou avait une certaine discipline par rapport à Talon, par rapport à la coalition Benno et en rupture avec Khalifa Sall, est-ce que Barthélémy aurait encore ces difficultés? Et ça, aujourd'hui, c'est un débat qui est posé et c'est dommage qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Voilà, un procès de la honte, comme disent les avocats de la défense. Alors, votre analyse de ce film judiciaire avant cette analyse, bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage le plateau avec Abdou Karim Diarra, qui a accompagné mes premiers pas en journalisme. Alors, j'étais en première année au CESTI, des fonds quotidiens le matin. Bon, j'espère que notre grand ami commun, Tangian, va ressusciter. Oui, c'est ça. Okay. Bon, ceci dit, je pense qu'on ne peut pas dissocier le côté politique de ce feuilleton. On aurait pu applaudir parce que s'il y a eu mort d'homme quand même, il y a eu quelqu'un qui a été tué dans un contexte bien déterminé, dans un contexte électoral bien chargé. Bon, c'est normal qu'on fasse un procès. Mais comme l'a dit tout à l'heure Abdou Karim Diarra, bon, il y a eu des antécédents. Barthélémy Diaz, qui est jugé aujourd'hui, a été presque blanchi par ceux qui ont tout fait pour qu'il soit jugé. Lui-même, c'est à contre-cœur qu'il dit qu'on enlève son immunité parlementaire, et puis pour que les choses soient claires. Mais c'est ce qu'on peut déplorer, ce qui peut ressembler à une manipulation de la justice pour régler des comptes politiques, voire des comptes politiciens. C'est ça. Parce que si, je l'ai dit, on l'a dit et répété, si Barthélémy Diaz peut-être était en phase avec Macky Sall, était en phase avec le régime actuel, il n'aurait jamais dû être jugé.
parce que c'est ce sont les faits sont là. Sous Wade, Barthélemy a été emprisonné, il a été sorti de prison pour être mis sur les listes électorales et il est député. Ça, je pense que le but était de le protéger. Mais aujourd'hui qu'il va à contre-courant des tenants du pouvoir, bon, c'est de bonne guerre pour eux de le juger et puis peut-être de le condamner. Et si on condamne Barthélemy Diaz, c'est en quelque sorte Khalifa Sall qui va payer peut-être des pots qu'il n'a pas cassés, parce que Barthélemy Diaz, c'est un des leaders, un des soutiens de taille, c'est un maire, c'est un député, c'est un des soutiens de taille de Khalifa Sall. Donc si Barthélemy Diaz est mis en prison, si Bamba Fall est en prison, Khalifa Sall, et on peut le commenter ici, on peut l'analyser que Khalifa Sall est directement visé. Lui-même, il est conscient de ça. Donc on regrette que ça soit un procès politico-judiciaire. C'est le seul regret. Sinon, si quelqu'un est tué, et lui-même, il avait dit, parce que les postures changent, lui-même, il avait dit qu'il a tiré, et quelqu'un est mort, il faut qu'on aille vérifier du côté des hôpitaux. Je pense que ça, c'était une déclaration malheureuse, mais c'était fait dans un contexte bien déterminé. Et il est revenu sur ses propos d'ailleurs. Oui, il est revenu sur ses propos. Et à l'époque, ça ne choquait pas grand monde parce que tout le monde était envahi par la volonté de dégager Wade, comme on le dit, de même Macky Sall et les autres. Bon, Barthélemy, c'était le guerrier, il faisait partie des hommes du 23 juin, avec d'autres personnes, des mouvements, comme le mouvement Y'en a marre, comme le M23, et surtout le peuple silencieux qui était au 23 juin. Je pense que c'était dans un contexte bien déterminé. Mais aujourd'hui, s'il est jugé, c'est que, quelque part, il ne fait pas partie du régime. Je pense les choses sont aussi simples que ça. Il est jugé et peut-être il va être condamné. On le dit de manière malheureuse, il n'y a pas de justice, il n'y a que des hommes. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, un régime peut venir et puis il peut être condamné. Un autre régime vient, bon, on revoit tout et qu'on le libère parce qu'on a vu une situation pareille dans des circonstances pareilles. Voilà. Donc, vous l'avez évoqué tantôt, des socialistes en prison, différents leaders socialistes, notamment Bamba Fall, il l'a souligné tout à l'heure. Bamba Fall et compagnie placés sous mandat de dépôt. Barthélemy Diaz, le verdict va tomber le 16 février, comme je l'ai dit tantôt. Alors, une façon de clouer le bec au fauteuil de tout trouble, disons, au moment où l'ancien chef de l'État, Abdou Diouf, reçoit le chef de l'État Macky Sall pour des échanges de civilité. Ce n'est pas paradoxal? Non, en fait, on est dans des dynamiques dans des dynamiques différentes. Autant on peut apprécier que dans une république, les anciens chefs d'État discutent, se rencontrent, essayent de s'échanger des expériences dans la conduite de la gestion du pays. Mais autant cette logique que Macky Sall a inaugurée avec le président Abdou Diouf, il doit la continuer avec le président Wade. Mais quelles que soient les différences, quelle que soit la situation du moment, je crois que Macky gagnerait aussi à aller rendre visite à Ablaye Wade, à discuter avec lui, même si cette discussion ne doit pas augurer d'une certaine entente ou des retrouvailles, mais c'est dans l'intérêt du pays. Et c'est à partir de ce moment que le geste que Macky Sall a posé à l'endroit d'Abdou Diouf sera apprécié. Tant qu'il ne le fera pas pour Ablaye Wade, on est dans des calculs politico-politiciens. Et c'est là où véritablement on ne va pas sentir l'effet grandissant. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire également, Jara, excusez-moi, qu'il devait y avoir une médiation venant de Diouf? Parce qu'on a l'habitude de dire qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Non, je ne sais pas. Je sais que Diouf peut jouer ce rôle-là. Mais je ne crois pas qu'on puisse attendre que Macky Sall soit aiguillonné vers cette direction. Macky Sall a été fait de A à Z par Ablaye Wade. Quoi que l'on puisse dire, Wade à un moment avait beaucoup d'hommes autour de lui. Il a fait le choix de prendre Macky Sall à ses côtés, de l'accompagner, de le nommer à des postes importants, de le responsabiliser jusqu'à un certain niveau. Il y a eu une brouille, et la brouille a amené une séparation et avec un dessein qui est aujourd'hui celui du président de la République. Mais quel que soit ce qui a opposé Macky
et Abdoulaye Wade, je crois que Macky est encore, et je le pense, est redevable du président Abdoulaye Wade. Et à ce niveau-là, c'est pas quelqu'un qui doit faire la médiation entre les deux hommes. C'est lui-même, Macky, qui doit pouvoir prendre sur lui-même d'aller voir l'ancien président Abdoulaye Wade, de discuter ce qu'ils peuvent discuter. Et on ne dit pas qu'il va falloir coûte que coûte courber l'échine. Non, il n'y a pas besoin que Macky courbe l'échine devant... Macky reste le chef de l'État sénégalais. Il a été élu par les Sénégalais, il a été bien élu et aujourd'hui il est le seul homme à bord. Donc aller rendre visite à Abdoulaye Wade, ça le grandit, ça le renforce dans les appréciations positives que les gens ont eu à voir lorsqu'il a rendu visite à Abdou Diouf. Tant qu'il ne le fait pas, je crois qu'on ne mesurera pas véritablement la portée de ce rapprochement entre Diouf et Macky, que rien ne lie, parce que Macky est un libéral, Diouf est un socialiste. Ils n'ont pas le même cheminement ni la même idéologie, mais dans l'intérêt supérieur du Sénégal, Macky rend visite et dresse des lauriers à Abdou Diouf. Pourquoi il ne le fait pas à Macky Sall? Tout à l'heure, lorsque je faisais allusion à la médiation, donc c'était par rapport surtout au cas Bamba Fall, Bamba Fall et compagnie des pro-Khalifa qui sont en prison. Est-ce que Diouf ne pourrait pas faire les bons offices sur ce point précis? Il faut qu'on fasse la part des choses. C'est-à-dire, si on risque de tomber dans ce que nous avons dénoncé jusqu'à présent, c'est l'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Parce qu'il est, d'un côté, quand le processus des incidents de la maison du parti a eu lieu, tant que la justice n'avait pas été saisie, il était possible de jouer la médiation, d'appeler les sages du parti pour que les gens, la famille socialiste se retrouvent autour d'une table et discuter pour passer l'éponge. Mais si le processus a évolué jusqu'à ce qu'il y ait une saisine de la justice à travers la police a fait son travail et aujourd'hui il faut laisser la justice continuer son travail. Et moi, je suis de ceux qui pensent que pourquoi certains qui ne sont pas des acteurs politiques sont en main avec la justice fait son travail normalement. Et quand ce sont les acteurs politiques, on veut instaurer une autre dynamique. Si Bamba Fall a fauté, il va payer. Si tous ceux qui sont autour de Bamba Fall ont fauté, ils vont payer. S'ils n'ont pas fauté, c'est la justice de trancher sur cette affaire. Et une fois que la justice va trancher, on va apprécier. Mais je ne crois pas qu'à ce niveau-là, pour éviter d'instrumentaliser la justice sénégalaise, je crois qu'on a dépassé le seuil de la médiation. Aujourd'hui, le processus est allé trop loin. Laissons la justice faire son travail. Combien d'hommes politiques ont séjourné en prison, ont été libérés ensuite ou ont été blanchis? Bamba Fall aujourd'hui est dans le cas avec tous ceux qui ont été arrêtés, mais laissons la justice faire son travail. Voilà, donc Mame Goor, certains disent que le chef de l'État, certains observateurs soutiennent que le chef de l'État aurait réussi donc sa prouesse de réduire l'opposition à sa plus simple expression. La crise qui secoue le Parti socialiste avec ses arrestations tous azimutants, le saccage de la maison du parti du 5 mars dernier qui a occasionné l'arrestation l'arrestation de Bamba Fall et compagnie. Et là, Diouf qui reçoit le chef de l'État Macky Sall. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une contradiction ou bien est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils abordent cette question? Oui, on a l'impression que le président Macky Sall est le seul maître à bord, le maître du jeu comme on le dit. Bon, mais est-ce que dans une démocratie, le fait de réduire l'opposition à sa plus simple expression, le fait de museler la presse, le fait de faire de telle sorte que les gens ne manifestent plus ou bien les gens ne s'indignent plus, est-ce que ça c'est une prouesse? Je pense que je répondrai par la négative. En démocratie, ça nécessite, on a eu à le dire, ça ne nécessite aucun talent, ça ne nécessite aucune intelligence, le fait de réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme il avait dit. Parce qu'en démocratie, il faut une opposition, il faut une presse libre, il faut une société civile sérieuse, il faut des vigies de la démocratie qui sont là pour la démocratie. Parce que la démocratie sénégalaise est allée à un point tel que on ne doit pas, même les images de présidents
d'anciens présidents qui se regroupent. Je pense que ça doit être banalisé. Bon, on voit au Nigeria, aux États-Unis et autres. Je pense que la démocratie sénégalaise, c'est une fable démocratique. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à envier aux grandes démocraties. Parce que nous, on a l'habitude de voter, on a réussi 2 alternances. Je pense que ça, c'est pas rien en Afrique ou dans le monde. Donc, le fait de réduire les positions à sa plus simple expression ne veut pas dire qu'on est talentueux ou bien qu'on a de l'intelligence, parce que souvent, les gens disent que Macky, il est vraiment fort. Il a réussi à casser le Parti socialiste. L'AFP, c'est en lambeaux. Les autres, il y a aucun parti. Mais qu'est-ce qu'il y gagne en retour? Parce que nous, on ne veut pas d'un président qui réduit l'opposition à sa plus simple expression. Nous, on veut d'un président qui pose des actes allant dans le sens d'abréger les souffrances des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, malgré les efforts qui ont été faits, malgré le plan sénégalais émergent, le PUDC et tout, mais les gens continuent de souffrir. Si vous allez dans les zones rurales, si vous allez en banlieue ou bien même en ville, vous allez vous retrouver des gens qui souffrent. Donc, ça ne veut rien dire le fait de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais pour le cas d'Abdou Diouf... Oui, le rapprochement entre Macky et Abdou Diouf, je pense que si c'est bon, c'est normal. Abdou Diouf, c'est un ancien président de la République. Il est socialiste quand même. C'est un socialiste, mais c'est un ancien, l'institution, c'est un ancien président de la République. Macky Sall, c'est un président de la République. Il doit pouvoir se rapprocher d'Abdou Diouf. Mais si c'est pour des compromissions, je pense qu'Abdou Diouf, il s'est tu durant un bon bout de temps. Il ne parle plus de politique, mais il ne faut pas qu'il manœuvre pour mettre un tel ou un tel. Je pense que ça, les Sénégalais l'ont déjà sanctionné le 19 mars 2000. Donc lui, il n'a plus droit au chapitre, parce que c'est lui-même qui le dit. Il voulait pas s'exprimer sur la politique intérieure du Sénégal. Donc s'il l'a fait jusqu'ici, il était à la francophonie et tout. Il y avait beaucoup de problèmes au Sénégal. Il ne s'est jamais prononcé sur la situation politique au Sénégal. Mais ce n'est pas aujourd'hui, comme on lui prête ça, on lui prête des manœuvres tendant à rapprocher Khalifa Sall de Ousmane Tanor Dieng et bien de Macky Sall. Je pense que si c'est vrai, bon, il doit savoir raison garder. Parce que lui, je pense qu'il a fait son temps. C'est un ancien président de la République, comme Wade d'ailleurs. Il doit pouvoir se retrouver pour discuter de l'essentiel, de ce qui intéresse le pays, mais pas des manœuvres politiques ou des manœuvres politiciennes. Mais Mamgor, là où je ne suis pas peut-être d'accord avec toi, si Diouf, quand même, il a pris le PS des mains de Senghor, il a dirigé le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, mine de rien, reste le plus grand parti du Sénégal avec des ramifications, une organisation. Si Diouf, personnellement, voit aujourd'hui son parti, son héritage aller à lambeaux, rien ne peut l'empêcher, avec une certaine manière, une certaine approche, mais qu'il le fait avec de réconcilier. C'est-à-dire, moi, je ne renie pas aujourd'hui cette possibilité que Diouf doit pouvoir avoir pour rapprocher Tanor et Khalifa Sall. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, c'est l'héritage du Parti socialiste qui est en jeu. Et lui, c'est une des incarnations de l'histoire du Parti socialiste. Et tant soit peu, s'il est possible que véritablement de faire revenir raison les acteurs politiques à ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec, je dis, se prononcer ouvertement. Parce que, comme vous dites, Diouf, je crois qu'il est dans une dimension d'un sage, d'un homme. Or, en Afrique, et tout le monde sait que le sage, on peut aller vers lui pour lui demander d'essayer de donner la bonne parole, de donner la bonne mesure pour éviter qu'on arrive à une situation de non-retour. À ce niveau-là, je crois qu'on peut admettre que Diouf... Mais que ça ne soit pas des manœuvres, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il a essayé de toujours garder une certaine distance par rapport à ça, mais par rapport à sa propre famille. Je ne dis pas, les manœuvres, peut-être, c'est être dans une logique de Macky Sall, de vouloir qu'on réconforte Macky Sall dans des postures ou de faire de grandes déclarations pour Macky Sall, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, vraiment, il a besoin d'aider cette famille sociale. Mais la sagesse voudrait aussi qu'on réconcilie Macky de Wade. C'est ça que je dis. Je l'ai répété. Lui-même, il peut pousser à dire, parce que le Sénégal nous appartient tous. Le bateau du Sénégal appartient autant aux Sénégalais, autant à ceux qui ont eu la chance, grâce à la volonté populaire des Sénégalais,
de Senghor, le défunt président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall. Donc, si on peut être dans toujours une dynamique consensuelle pour sauvegarder l'essentiel, l'essentiel c'est la démocratie sénégalaise, à partir de laquelle on peut espérer prospérer et approfondir notre volonté de vivre en commun. C'est ça qui est important aujourd'hui. Voilà, donc nous allons avancer après cette crise du Parti socialiste à évoquer la visite du chef de l'État Macky Sall chez Abdou Diouf, l'ancien chef de l'État Abdou Diouf. Alors nous allons parler actuellement de la panne de l'appareil de radiothérapie à l'hôpital Aristide Le Dantec. Juste après donc ceci, il y a eu un communiqué du ministère de la Santé, juste un communiqué. Donc cette panne qui est survenue il y a depuis quelques jours, hein. Et on note également le mutisme de la classe politique face à cette panne. Juste un communiqué du grand parti a été noté. Le grand parti a eu à faire un communiqué pour dénoncer cela, ainsi que le mutisme des autorités, le communiqué du ministère de la Santé. Mais quelle lecture faire de cette panne, cette malheureuse situation? Bon, ça, on ne peut que déplorer ça. Parce que la santé, c'est l'essentiel. Je pense que c'est la priorité des priorités. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Je pense que ça, c'est à la limite je ne sais pas, je ne dirais pas sabotage. Mais c'est mépriser les Sénégalais que de laisser une certaine situation. Parce qu'une seule machine, si elle tombe en panne, et puis je pense que ce n'est pas la première fois qu'elle tombe en panne, si elle tombe en panne, c'est la catastrophe. Et c'est la seule machine, c'est le seul appareil de radiothérapie de tout le Sénégal. Donc je pense que, comme c'est inacceptable. On est à un moment où on parle de Sénégal émergence, on parle de développement, je pense qu'avant, il faut des préalables. Les préalables, c'est la santé. Mais au-delà, cette panne, elle est symbolique d'une situation de crise au niveau des hôpitaux sénégalais. Mais si vous allez à l'hôpital, vous êtes malheureux. Parce que vous trouvez une situation déplorable. Même le personnel des hôpitaux et bien des dispensaires autres est dans une situation déplorable, très peu enviable. Je pense que pour un État qui se respecte, il ne faut pas laisser perdurer les choses. On ne dit pas que la situation c'est sous Macky, mais ceux de la deuxième alternance, ils étaient venus pour une rupture profonde et pour une gestion vraiment qu'on voudrait vertueuse. Donc, il faut commencer par ça, par l'hôpital, par la santé, et faire de telle sorte que une telle panne ne se reproduise plus. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'une machine, on ne peut pas, je pense même si c'est 10 milliards, ça vaut la peine. Il faut hiérarchiser les priorités. Et je pense que rien ne peut être plus important que la santé. Donc ça, c'est déplorable. C'est une situation malencontreuse qu'on doit éviter et qu'on doit mettre fin à cette situation. Au-delà des communiqués, au-delà de la communication, il faut agir et faire de telle sorte que cette panne soit jugulée et puis qu'on n'en parle plus. Et puis, pourquoi pas ne pas avoir d'autres machines? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il est possible d'avoir d'autres machines. Franchement. Oui, c'est ça, quoi. Une seule machine de radiothérapie pour les cancéreux du Sénégal. Alors, Abdou Karim Diarra, les malades, les cancéreux qui ne peuvent plus suivre la radiothérapie à cause de cette panne. Mme Anta, c'est une situation catastrophique. Et aujourd'hui, elle montre l'échec de la politique de santé dans notre pays. Et comme dit Mamgor, la gestion d'un pays, elle est articulée autour d'axes de priorité. Et quand on ne définit pas clairement ces axes de priorité, souvent, ça se traduit par une confusion à la sortie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on assiste, c'est-à-dire la santé n'a pas été priorisée. Et c'est dommage que c'est une grande dame, professeure de médecine, qui est à la tête de la santé. Et je me suis amusé à un moment à discuter avec des professeurs de médecine. Mais ce qui est extraordinaire, ces professeurs de médecine m'ont dit que, Karim, les meilleurs ministres de la santé du Sénégal ne sont pas les professeurs. Ce fut des hommes politiques. Ils m'ont cité deux ministres.
Le premier, c'est l'ancien ministre Abdou Fall. Le second, c'est l'ancien ministre Ousmane Ngom. Et parce qu'ils étaient d'une réceptivité tellement énorme, tellement poussée, qu'en réalité, avec eux, la santé avait connu des avancées. Je vais vous dire, la situation de la radiothérapie me tient tellement à cœur. Et je le dis publiquement, il n'y a même pas 40 jours, j'ai perdu une épouse à cause de cette situation. Et une radiothérapie qui tombe en panne, et elle est unique, elle a fait plus de 25 ans. Et c'est une technologie obsolète. Obsolète, je vous dis que la radiothérapie de l'hôpital Dantec, elle est dépassée, ça fait plus d'une, parce qu'elle date des années 80. Et on ne peut pas admettre aujourd'hui que les autorités restent jusqu'au moment où cette radiothérapie tombe en panne pour développer une procédure d'urgence. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que la procédure d'urgence, ils vont mettre quelle que soit l'urgence qu'ils vont mettre en place, on va perdre du temps vers la définition des critères de la machine à acheter, ou acheter la machine, comment sortir de l'argent, comment mettre la machine sur un bateau pour venir, comment faire l'installation. Or, aujourd'hui, on a un projet de centre national du cancer. Je dis, allez acheter une radiothérapie, c'est l'épiphénomène, c'est-à-dire que ça ne règle pas le problème. Aujourd'hui, le Sénégal doit pouvoir disposer d'un centre national de lutte contre le cancer. Allez à Diamniadio, il y a tellement un espace. Et le projet existe. Allez à l'hôpital Dantec, le professeur Diop de l'Institut Curie va vous démontrer qu'il a soutenu le projet au Maroc. Lorsque les grands cancérologues s'étaient réunis, il a soutenu et défendu le projet d'un centre national du cancer. Le projet existe, tout est dimensionné. Il reste seulement le financement du projet. Or, si l'État du Sénégal a eu la possibilité d'aller demander à la Chine de financer une arène de lutte pour une trentaine de milliards et d'autres projets que je ne peux pas citer ici, mais l'État du Sénégal peut aussi demander à financer un centre de cancer où on va regrouper tous les cancérologues. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, et c'est là le débat, ce n'est pas les hommes politiques. Les reproches véritablement qu'on peut faire, on doit les faire au leadership féminin. Ces femmes aujourd'hui qui sont députées, ces femmes qui exercent le leadership féminin au Sénégal ne jouent pas le rôle ou passent complètement à côté du rôle qu'elles doivent jouer. Aujourd'hui, on doit pouvoir voir dans la rue toutes les femmes de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée, députées, toutes les femmes députées, sans APR, ni PS, ni AFP, ni de l'opposition, toutes les femmes députées battent le macadam avec toutes les femmes qui exercent un leadership dans la rue pour revendiquer et faire la pression sur l'État. Parce que ce sont les femmes aujourd'hui, quand tu prends le cancer du col de l'utérus, quand tu prends le cancer du sein, allez à l'hôpital Dantec, Mamgour. Il y a d'autres maladies, le diabète et tout. Non, je ne dis même pas. C'est-à-dire, par rapport à la radiothérapie, tu vas dire toutes jeunes filles qui n'ont même pas encore grandi, qui ont le cancer du col de l'utérus, qui ont le cancer du sein. Et quand vous allez à l'Institut Marie Curie, c'est dans des conditions extrêmement déplorables. Ma femme a séjourné au niveau de l'Institut Curie. Le professeur Diop est allé jusqu'à me dire, ramène ton épouse à la maison, c'est mieux pour elle que de rester ici. Donc c'est aujourd'hui un problème national. Et souvent la Fondation Servir le Sénégal se bat pour aider les femmes. Mais c'est insuffisant, elle n'a pas ses moyens. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que la femme, la Fondation Servir le Sénégal, amène ses caravanes, son bus médical à travers le pays, elle fait du dépistage. Or, après le dépistage, le diagnostic du cancer du sein, le cancer du col de l'utérus doit suivre le suivi médical. Or, à ce niveau, la Fondation ne le fait pas. Or, tous ceux qui ont eu à contacter cette maladie se sont effectués à faire des dépenses extrêmement élevées. J'en ai vu qui ont vendu leur maison, qui ont vendu leur véhicule, qui ont dépensé des millions et des millions. Et je vous dis, Mme Anta, pour une seule séance de chimiothérapie, la facture commence à 200 000 francs. Pour une seule séance de chimio, allez à l'hôpital Dantec, vous verrez les femmes. Et puis, des fois, c'est des séances que tu répètes à 10 fois, 15 fois. Non, c'est extraordinaire. Et ce débat-là, aujourd'hui, j'avoue, ma vision aujourd'hui... Ça doit être un débat national. Et puis, le problème, pourquoi, au-delà du Centre national du cancer, mais une seule radiothérapie, pourquoi à Saint-Louis, on ne doit pas avoir une radiothérapie? Pourquoi à Ziguinchor? Et la radiothérapie te coûte 3,6 milliards. Aujourd'hui, avec 10 milliards ou 12 milliards, on a 4 radiothérapies qu'on installe
une à Ziguinchor, une à Saint-Louis, une à Kaolack, une à Dakar, pour 12 milliards. Combien d'institutions inutiles qui sont là, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique et social, des institutions inutiles, le machin qu'on a donné à Djiboka, c'est des institutions inutiles et des milliards, là où on pouvait mettre 4 radiothérapies à travers le Sénégal et soulager les femmes. Là, tout à l'heure, donc je l'annonçais tantôt, pour comme solution, l'État a eu à proposer également l'évacuation des patients éligibles, l'évacuation des patients éligibles en Mauritanie, alors qu'il y a certains observateurs qui disent que voilà, que c'est une honte, parce qu'il y a à peine 10 ans, la Mauritanie n'avait même pas de système sanitaire, et là on est obligé de prendre comme recours ce pays, la Mauritanie. Je pense qu'il ne faut pas des solutions immédiates à l'emporte-pièce. Il faut une solution rigoureuse qui perdure. Une solution rigoureuse, c'est une politique de santé rigoureuse, sérieuse, comme on l'a dit. Il faut une politique de santé, il faut un centre, il faut des centres. Il y a certains d'ailleurs qui parlent de programme de lutte contre le cancer. Parce qu'il y a un programme de lutte contre le paludisme, contre la lèpre, disons. Alors pourquoi pas un programme de lutte contre le cancer? C'est ça. Je pense qu'au-delà du cancer, c'est vrai que c'est le débat aujourd'hui, mais il y a des gens qui souffrent en silence. Ouais. D'autres maladies, du diabète, même d'autres maladies, des maladies vraiment, des tueurs de l'ombre comme on le dit, mais qui souffrent. Je pense que la priorité d'un État, vraiment, franchement, on ne peut pas parler d'autre chose sans parler de la santé. Si un État est sérieux, Abdou Karim, un État sérieux ne peut pas, mais une seule machine. Une seule machine. Depuis des années. Des années 80. 28 ans. Franchement, 28 ans. Aujourd'hui, on avait même oublié. Si la machine n'était pas en panne, on n'allait pas en parler. Mais je pense que comme c'est dommage, ça doit être un bon prétexte pour que les gens tapent sur la table et exigent ça. Parce qu'on ne peut pas exiger, peut-être on ne peut pas exiger qu'on donne à manger, qu'on donne à boire, mais qu'on soigne. Parce qu'on doit se soigner. Et puis ce n'est pas gratuit. C'est beaucoup d'argent. Donc il faut être sérieux, quoi. Si on parle de développement, si on parle d'émergence, franchement, il faut être sérieux. Il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est la santé. Il faut que les gens soient dans de bonnes conditions de vie. Il faut que les gens soient en santé, soient en bonne santé. Le plateau technique. Le plateau technique, le plateau médical. Il y a des ressources humaines de qualité, ça on le dit. Il y a des gens qui viennent ici pour étudier. Il y a des professeurs, il y a tout. Il y a même au niveau du personnel, il y a des... autour à l'hôpital, tu vois des gens, un personnel très dévoué, qui sont là-bas, qui ne sont même pas payés, mais qui sont vraiment passionnés par le travail, qui font tout pour que les malades soient dans de bonnes conditions. Mais si vous discutez avec eux, c'est la catastrophe. Ils te racontent des choses inimaginables. Voilà. Mais je disais tantôt, Abdou Karim Diarra, est-ce qu'on peut parler de déclic par rapport à cela? Parce qu'il y a également l'appareil de radiothérapie, mais il y a l'appareil de mammographie qui est souvent en panne aussi à l'hôpital de Dantec. Vous disiez tout à l'heure que c'est une honte d'évacuer nos patients en Mauritanie ou au Maroc pour suivre le traitement. Mais c'est une honte, c'est une catastrophe. C'est-à-dire si à un moment, les Mauritaniens préféraient venir à Dakar, et puis pour eux, ce n'était pas la peine d'aller en Europe, Dakar leur suffisait pour se soigner. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui allons en Mauritanie pour évacuer nos malades. Ça pose un problème sérieux. C'est-à-dire, est-ce que nos dirigeants sont sérieux? Est-ce qu'ils sont là pour l'intérêt des populations? C'est ça qu'on peut se poser, la question. Parce que si cela, on est arrivé à ce niveau-là, et le budget du ministère de la Santé est en hausse, 150 milliards pour 2017, on se demande où vont ces 150 milliards et pas plus qu'hier. L'accident qui a coûté à 16 Sénégalais la mort à Kaffrine. Vous lisez la presse, les victimes évacuées à l'hôpital de Kaffrine. L'hôpital de Kaffrine n'a pas la capacité d'une prise en charge médicale de ces victimes. Et ces victimes, vous devez les faire descendre à Dakar. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre santé? C'est le point mort. Oui, qu'est-ce qu'on fait de la vie des populations sénégalaises? Il y a un débat sérieux. Aujourd'hui, je crois que, et là, même au-delà des politiques,
on doit même interpeller les syndicalistes du système de santé. Parce que j'ai jamais entendu les syndicalistes se battre pour dire que la mammographie est en panne, la radiothérapie de l'hôpital Dantec est en panne. Il faut se battre, sortir dans la rue pour dire que si vous n'achetez pas, on va informer le population sénégalaise que tous ceux qui sont malades du cancer vont mourir parce qu'il n'y a pas de radiothérapie. Non, dans les plateformes syndicales des travailleurs, ce n'est que la quête d'une certaine rémunération financière qui pose le débat. Donc, c'est tous les acteurs de la santé qui jouent contre la santé des Sénégalais. C'est déplorable. Aujourd'hui, tous ceux qui sont atteints du cancer dans ce pays-là vont mourir. Parce que l'État du Sénégal ne pourra pas évacuer tout le monde au Maroc, en Mauritanie pour la radiothérapie. Ce sont des tueurs en silence. Il y a des drames qui vécus par les populations. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit appeler les États généraux de la santé. Aujourd'hui, il est arrivé pour au moins que quand le Sénégalais a des problèmes à Kaffrine, qu'il reste à Kaffrine. Quand le Sénégalais a des problèmes à Matam, qu'il reste à Matam, qu'il se soigne. Mais s'il a des problèmes à Matam, s'il ne vient pas à Dakar, ou à Kaffrine, s'il ne vient pas à Dakar, mais il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui. Et véritablement, il faut qu'on aille vers les états généraux de la santé dans ce pays-là, parce que en termes de priorité, le président de la République doit en faire une priorité. Une priorité, la santé d'abord. Oui. Voilà, donc nous allons avancer avec bien sûr l'actualité internationale. Après vous avoir donc rappelé nos invités sur ce plateau, Actu en 7 reçoit aujourd'hui Mame Gor Ngom du quotidien La Tribune. Il est le rédacteur en chef de ce journal. Abdou Karim Diarra, rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Actu en 7 se poursuit avec l'actualité internationale. Gambie, Adama Barrow élu après son investiture de retour à Banjul. Adama Barrow avec ses premières erreurs. Nous allons évoquer donc ses premiers couacs qu'il a eu à poser. À peine élu investi, Barrow dévoile alors ses insuffisances, osons le dire, avec bien sûr la nomination de la vice-présidente Fatou Tambadjang, âgée, qui a atteint l'âge limite, voilà, qui aurait dépassé la limite d'âge selon la constitution gambienne. Votre lecture? Bon, je pense que c'est des erreurs de jeunesse, comme on le dit. Erreurs de jeunesse, nous sommes dans un état, quand même. Bon, même si c'est déplorable, parce que est-ce qu'on se demande si Barrow s'est préparé à gouverner? Parce que la première erreur, je pense qu'à mon niveau, c'est tout à fait personnel, c'est de dire que bon, il va faire 3 ans. Parce que ce sera très difficile dans une Gambie dirigée par Yahya Jammeh. Durant 22 ans, tu dis que je vais faire 3 ans et je vais partir. Et il y a de fortes raisons qu'il revienne sur ça. Comme l'avait dit Macky Sall, il avait dit qu'il allait faire 5 ans, il avait répété. Mais avec le pouvoir et tout, les contraintes, il est revenu sur sa décision. Et puis je pense que ça, c'est la parole qui se discrédite de plus en plus. Ça aussi, c'est une erreur. Bon, c'est grave parce qu'au moins, bon, il dit que bon, il va vérifier si c'est vrai. Bon, il va rectifier. Je pense que ça, bon, je pense qu'en amont, pas maîtriser donc la constitution gambienne. En amont, il devait vérifier parce qu'il devait au moins connaître l'âge de la bonne dame avant de la nommer. Mais comme bon, le coup est déjà parti, bon, il n'a qu'à rectifier s'il a bien sûr la volonté de rectifier. Je pense qu'il n'a qu'à rectifier et puis se concentrer sur les problèmes des Gambiens. Comme Trump a dit l'Amérique d'abord, lui aussi il doit dire la Gambie d'abord. Parce que lui, il est élu pour abréger les souffrances des Gambiens. Il est élu pour que les Gambiens dépassent cette situation malheureuse, ces 22 ans de gouvernance de Yahya Jammeh, avec tout ce qu'il y a de loufoque, tout ce qu'il y a de brouillon. Je pense qu'il doit retrousser les manches, demander aux Gambiens de se réunir autour de l'essentiel pour que la Gambie dépasse ce stade. Je pense que nous aussi, au Sénégal, on a fait de bonnes choses. Le président de la République a réussi un coup. Il a fait de telle sorte que Yahya Jammeh, il a participé. Et puis je pense que sa participation a été déterminante. Il a fait de telle sorte que Yahya Jammeh s'en aille. Et puis il n'y a pas de guerre. Non, mais on doit laisser les Gambiens gérer leur pays. Nous ne sommes pas plus intelligents que les Gambiens.
nous ne sommes pas plus instruits que les Gambiens. Donc les Gambiens ont le président qu'ils méritent, c'est Adama Barrow. Ils avaient un président qu'ils méritaient, peut-être, et c'était Yahya Jammeh. Aujourd'hui, Barrow doit prendre le taureau par les cornes pour diriger la Gambie avec les Gambiens. On peut les aider, comme on nous aide, mais la responsabilité revient au président Barrow. C'est lui que les Gambiens vont demander des comptes. Donc il n'a qu'à prendre ses responsabilités et puis ne pas écouter les experts venus de toutes parts, venus de Dakar et d'ailleurs, qui peuvent venir là-bas et puis des vendeurs d'illusions qui peuvent faire de telle sorte qu'on regrette Yahya Jammeh. Je pense que ça, il faut qu'il évite certaines erreurs. Il est Gambien, il est président de la Gambie, il faut qu'il dirige la Gambie. Nous, la Gambie, c'est un pays frère. Je le disais avant-hier, j'ai dit que nous, même si parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, on le dit de manière banale. Même si nous, le départ de Yahya Jammeh, c'est notre affaire, c'était notre affaire. Même si on avait agi, je disais que même si on avait agi de manière illégale pour que Yahya Jammeh parte, bon, nous on y trouve notre intérêt. Mais heureusement, on a agi de manière légale, sous la couverture de l'ONU, sous la couverture de la CEDEAO. Yahya Jammeh est parti. Il faut qu'on y trouve notre compte, mais il faut qu'on laisse les Gambiens diriger leur pays parce qu'ils sont capables de diriger leur pays. Il faut qu'on y trouve notre compte. Donc nous allons revenir sur ce point, hein, parce que peut-être il y a certains qui disent que Barrow doit être redevable à l'État du Sénégal. Et voilà, donc nous allons revenir sur ce point. Mais avant cela, Abdou Karim Diarra, comment est-ce que vous analysez ces premières couacs, ces premières erreurs plutôt de Barrow? Il faut qu'on ait de l'indulgence pour Barrow. En fait, si on revient sur le processus historique de la candidature de Barrow, vous comprenez aisément que Barrow n'était pas préparé à un tel exercice du pouvoir. En réalité, on peut dire que Barrow a été un candidat par défaut. Parce que l'essentiel de la classe politique, qui devaient être les acteurs majeurs, ont été emprisonnés. D'autres ont eu peur parce qu'en réalité, Jammeh a toujours inséré une situation dictatoriale où il fallait éliminer les plus récalcitrants, tout ça. Donc, à un moment, Barrow a été mis en avant tout avec l'espoir qu'il ne va rien gagner, que Jammeh est puissant, qu'il va continuer à tripatouiller les élections et demain il en sortira pour dire que véritablement il a gagné. Et donc, c'est pas de surprise au sein de la marche du peuple gambien. En réalité, même les acteurs politiques gambiens n'avaient pas une idée qu'à l'intérieur, il y a une sorte de maturation, de maturité du peuple gambien qui a exercé en toute lucidité son pouvoir pour dire à Jammeh c'était fini et qu'on allait changer. À un moment même, Jammeh, ça l'a surpris. Parce que je sais que si au début, il s'attendait à un tel schéma, il n'aurait jamais déclaré publiquement ses félicitations à Barrow. Parce que c'est de là qu'est parti que le glas a sonné pour Jammeh. S'il ne l'avait pas fait, il aurait pu dire, écoutez, le processus a été entaché, les élections, on les arrête, on va refaire tout ça, et personne n'aura à redire. Mais là où il a commis une erreur politique, c'est d'avoir félicité publiquement Jammeh, Barrow, et une semaine après pour revenir sur sa position. Ah non, en ce moment-là, Macky Sall a été d'une lucidité extraordinaire en se disant qu'il ne fallait jamais rater cette occasion de se débarrasser d'un voisin encombrant. Et sur la légalité de son action, Macky Sall a été une posture régulière, ferme, en se disant qu'il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de négociation, il saurait avoir un recul. Et Macky Sall a ce qu'on peut appeler un leadership entraînant. Le leadership entraînant, ça veut dire que non seulement il exerce un leader, mais il a entraîné le monde pour avoir une autorisation internationale légale pour agir contre Jammeh. Et c'est là où véritablement la diplomatie sénégalaise, mine de rien, a vraiment remporté une très grosse victoire. Maintenant, sur les petit dérapage de Barrow, il faut être indulgent. Il faut dire qu'il va en faire encore, il va en faire. L'essentiel, c'est que, comme dit Mamgo, qu'il comprenne qu'il a été élu pour le peuple gambien d'abord, et pour les Gambiens, et par les Gambiens, et qu'il s'attelle à véritablement reconnecter la Gambie au système international et
véritablement à donner de l'espérance à la jeunesse gambienne, où la Gambie, c'est plus de 65% des jeunes ont moins de 35 ans. Donc ces jeunes Gambiens veulent de l'espoir, veulent un nouveau départ, et ces petites erreurs en chemin, il va le faire parce que c'est un novice, tout ça, et il faut être indulgent, et que, comme vous dites, éviter aussi de démontrer au peuple gambien que les Sénégalais vont venir en donnant des leçons. Ce qu'on a fait, on l'a fait jusqu'ici, on doit s'arrêter, et que même quelqu'un disait que les troupes sénégalaises et de la CEDEAO ne doivent pas s'éterniser là-bas, parce qu'en fin de compte, de troupes qui viennent libérer un peuple, elles vont devenir des troupes d'occupation. Et rapidement, quand la situation va être bien sécurisée et stable, que les troupes reviennent et laissent Barrow dérouler sa perspective. Déclencher une chasse aux sorcières, ce serait une nécessité pour Barrow ou un danger? Je pense que une chasse aux sorcières, c'est pas bien. Ouais. Mais il faut de la justice. Mais comme il le dit, vérité et réconciliation. Parce que Yaya Jammeh aussi a fait beaucoup de bêtises. Il a commis du tort à son peuple. Bon, même si on ne peut pas être nihiliste, il a fait quelque chose, mais il a commis du tort. Il a fait beaucoup de bourdes. Il y a eu des assassinats, mais il y a beaucoup de nos confrères qui sont assassinés. Mais si jamais, si Barrow et aujourd'hui, on l'entend, s'il est audible, si on l'entend dans la presse, c'est qu'il y avait une presse sénégalaise qui était là-bas, mais en Gambie, il n'y a pas de presse. Tous les journalistes sont partis. Oui. Il n'y a pas de presse privée, il y a la radio et la télé d'État, c'est pour Yaya Jammeh. Je pense qu'il faut qu'il revoie tout cela. Il faut il faut de la justice, parce qu'on ne peut pas, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit absoudre Yaya Jammeh. Mais Yaya Jammeh, s'il est coupable de crimes contre l'humanité, il doit être poursuivi. S'il est coupable de crimes économiques, il doit être poursuivi. Parce que d'autres Gambiens croupissent en prison parce qu'on dit qu'ils sont coupables. Donc Yaya Jammeh, c'est un Gambien à l'image de ses compatriotes. Donc s'il a commis des erreurs, si c'est vrai qu'il a vidé les caisses avant de partir, il faut qu'on le poursuive. Dans la mesure où rien n'indique qu'on va le laisser partir comme ça. Parce que même la CEDEAO, il y a le ministre Mankeur Ndiaye qui dit qu'il y a dans les termes de l'accord, il n'y a pas eu de partie où on dit que Jammeh ne doit pas être poursuivi. Donc, si c'est clair qu'il a commis des erreurs, ou ses partisans ont commis des erreurs, il doit être poursuivi. Je pense que ça aussi, ce n'est pas une priorité, parce que la priorité, c'est mettre les Gambiens au travail, faire de telle sorte qu'il y ait une véritable économie. Parce qu'en Gambie, il n'y a pas d'économie, parce que c'est l'économie de Yaya Jammeh. C'est lui qui gère tout, c'est lui il n'y a pas d'État, c'est lui la justice, c'est lui le Baba Limansa qui défie les fleuves et les rivières, comme il le dit, c'est lui la police. Il y a des crimes qu'il commet lui-même, parce qu'on ne peut pas l'appeler ainsi. Et puis on revient juste sur le processus qui a conduit au départ de Yaya Jammeh. Je pense que le Sénégal a participé, le président Macky Sall a beaucoup fait. Quand les commerçants, les transporteurs ont déclenché une grève pour boycotter le pont, le bac. Je pense que ça avait des répercussions sur le plan économique. Et le président de la République était conscient de ça, Macky Sall, mais il avait laissé faire. Mais d'ailleurs, ce contournement serait, disons, bénéfique pour le Sénégal, pour booster notre économie. Contourner donc le bac, passer par Tambacounda, cela pourrait bien participer au développement de notre... Mais nous sommes en 2017, il faut le contournement certes, mais il faut qu'on fasse de telle sorte qu'on construise un pont. Parce que même Yaya Jammeh avait donné un accord. Pour la construction d'un pont entre le Sénégal et la Gambie. Vous pensez que le pont puisse être bénéfique pour le Sénégal? Bon, mais pour pour que les gens aillent en Gambie très facilement, je pense que ça, c'est bénéfique pour tous les deux peuples. Et ce n'est pas pour les beaux yeux de Barrow ou des Gambiens que le Sénégal s'est engagé contre Jammeh. Mais si le Sénégal s'est engagé contre Jammeh, c'est qu'il sait que Jammeh était un danger.
pour la crise casamançaise. C'était quelqu'un qui était imprévisible. Quelqu'un qui disait ça un jour, l'autre, il change complètement d'attitude. Je pense que si le Sénégal s'engage, ce n'est pas pour les beaux yeux de Barrow, mais c'est parce que ses intérêts se trouvent en Gambie, parce que la Gambie peut être incontournable dans la résolution de la crise en Casamance, comme l'est d'ailleurs la Guinée-Bissau. Si le président Macky Sall se permet d'offrir des droits pour suivre le match à la Guinée, c'est que il y trouve son intérêt. C'est vrai que ce sont des relations de voisinage, mais c'est quelque chose qu'on entretient. Il y a toujours des intérêts dans la diplomatie, dans les relations internationales. Ce sont des intérêts, et puis notre intérêt, c'est que Yaya Jammeh devait partir. Il est parti. Il faut qu'on fasse de telle sorte que Barrow dirige la Gambie, mais qu'on y trouve aussi notre intérêt. Qu'on y trouve notre intérêt. La crise casamançaise inclut, mais le pont Farafenni également pourrait être un intérêt pour le Sénégal. Oui, les États n'ont que des intérêts. En réalité, au-delà même de l'histoire du Sénégal et de la Gambie, c'est deux États géographiquement distincts, territorialement. Donc, on est obligé, par rapport à la situation géographique, de commercer, d'échanger. Et aujourd'hui, le pont, c'est un raccourci au lieu de faire le contournement, parce que le contournement, c'est des secours, une distance plus longue. Mais en termes de souveraineté, ok, on peut le faire s'il y avait des blocages. Maintenant, si il est possible d'ériger le pont qui a été déjà soutenu financièrement par la Banque africaine de développement, je ne vois pas pourquoi pas, parce que les deux États vont y trouver des intérêts avec un système de péage, ce qui fait que le trésor gambien et le trésor sénégalais, mais c'est surtout la circulation des marchandises et des hommes qui va être un atout supplémentaire. Et je crois que Barrow sera plus raisonnable que Jammeh. Jammeh Jammeh déjà avait une posture très offensante contre le Sénégal, contre l'esprit des Sénégalais. Et c'est pourquoi il n'a jamais voulu faciliter cela, malgré les accords, malgré toute la volonté mise par les chefs d'État de Abdou Diouf, Abdoulaye Wade jusqu'à Macky Sall. Ils ont toujours affiché une volonté de dialogue, une volonté valide. Mais à un moment, Jammeh en faisait trop. Et quelque part, Macky Sall en avait aussi trop. Et Macky, subtilement, a fait face. D'ailleurs, il a joué au pourrissement lorsque les transporteurs ont bloqué la Gambie. Macky a joué au pourrissement. Il n'a jamais... Et d'ailleurs, même quand les ministres gambiens sont venus négocier ici, les négociations, les Sénégalais étaient dans une posture, parce que tu ne peux pas se lever du jour au lendemain, prendre le prix des camions de traversée et multiplier ça par 100 et faire n'importe quoi. À un moment, ça ne pouvait plus être un dialogue sérieux et constructif avec. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Barrow, je crois que la dynamique de coopération entre les deux pays va avoir de nouvelles perspectives qui, ma foi, sera bénéfique pour les populations des deux pays. Mais Abdou Karim, est-ce qu'on ne risque pas d'assister encore à la jurisprudence Jawara? Pourquoi je dis cela? Bon, vous avez dit que le pont Farafenni pourrait être bénéfique aux deux pays, l'État du Sénégal et la Gambie. Mais avec le bac, on peut dire que la Gambie gagne également, parce que bon, déjà il y a la durée du trajet, du voyage. Donc entre-temps, il y a le petit commerce qui marche sur le sol gambien. Donc est-ce que cela n'est pas beaucoup plus bénéfique pour l'État gambien? Mais tu sais, il peut y avoir un système de péréquation. Le système de péréquation, c'est dire que la structure de l'économie sénégalaise est 100 fois plus organisée et plus rentable que la structure de l'économie gambienne. L'État du Sénégal peut arriver à un schéma où on dit toutes les recettes tirées du péage entre la Gambie et le Sénégal, soit on prend 60%, on donne ça à la Gambie, 40% à l'État du Sénégal, rien que pour être dans une bonne dynamique. Et vous savez qu'une région comme la Casamance, sa capacité de production
est tellement énorme que si aujourd'hui on a des possibilités avec un pont qui raccourcit la distance du contournement ou le bac, ce sont des situations de coût qu'on va le Sénégal pourrait bénéficier de cet avantage. Moi, je suis dans la perspective parce que ce que vous me dites là, ce sont d'affaires de petite économie, d'animation de petite économie, mais en réalité, si la Banque africaine est allée jusqu'à financer le pont, c'est parce que les experts gambiens et sénégalais ont eu à réfléchir et que les États ont déjà un schéma qui ne va pas léser aucun des États, qui a été déjà mis en place pour aller vers le pont. Mais le péage pourrait bien tuer cette petite économie dont vous parlez. Mais cette petite économie, elle représente quoi exactement? Jusqu'ici, les Sénégalais vont en Gambie pour acheter beaucoup de marchandises, tout ça. Et quand vous voyez aujourd'hui les aménagements qu'on fait, les autoroutes qu'on construit, le terre qu'on construit, il y a toujours des petites économies qui sont sacrifiées. Et puis c'est un bac qui est passé de mode. Hein? Oui. Si vous empruntez ça, vous allez vous en rendre compte. Oui. C'est passé de mode, c'est le bac. Oui, et puis, franchement, c'est... Le bac là, comment il est vétus, comment c'est insécure, tout ça. C'est ça, quoi. Donc avoir un péage qui relie, moderne, qui relie les deux pays, avec un système de distribution organisé entre les deux pays en se disant, écoutez, pour le bon voisinage, sans léser les intérêts sénégalais, on fait une facturation où la Gambie prend les 55% ou 60%, le Sénégal se contente des 40%, et que la fluidité des marchandises et des transports soit une réalité. Je crois qu'il faut le faire. C'est un fol entêtement, hein, ça, franchement. Il faut changer, quoi. Il faut changer. Ouais, c'est ça. Voilà, donc l'on me fait signe du côté de la régie que le temps est épuisé. Donc, un grand merci à vous, très chers invités. Abdou Karim Diarra, merci. Merci, Mamanta. C'est un plaisir de venir vous voir. Voilà, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Mme Gourgo. Merci, Mamanta. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Tribune. Merci. Merci à vous. Alors, merci à notre chers téléspectateurs de nous suivre, de choisir Walf TV. Un grand merci à Oustaz Hassan Diouf, il a coordonné ce numéro. Du côté de la régie, il y avait Chartidiane Ndiaye, Chartidiane Diop. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro.